Euh, on va faire sans caméra. Pour les règles de l'échange, euh, vous aurez à la fois le chat, mais comme je suis seul à animer le webinaire, il n'est pas certain que je réussisse à tout lire. Donc, on aura l'occasion, en tout cas, je laisserai le temps à l'échange. Vous pouvez lever la main pour prendre la parole. On prendra ce temps-là. Je vais vous dérouler un certain nombre de diapositives. J'ai plutôt tendance à vous proposer un temps d'échange plutôt sur la fin des diapositives. Ceci dit, s'il y a vraiment des questions qui vous importent avant, on pourra effectivement, vous pouvez aussi intervenir. Alors, vous précisez donc alors, vous étonnez pas, je peux être aussi un petit peu parasité à des moments, dans le sens où il y a des gens qui arrivent en salle d'attente, donc je leur permets d'accéder. Bienvenue à ceux qui arrivent, et pensez à fermer vos micros. On démarrait tout juste. Alors, donc ce webinaire a pour fonction effectivement de compléter le webinaire qui a déjà été organisé en début de semaine dernière autour des FPT en général. Nous n'allons parler aujourd'hui que de la spécificité liée à l'axe 1 autour des démarches d'inclusion des enfants en situation de handicap dans les équipements soutenus par la branche famille. Il y a des modifications assez substantielles qui nécessitaient effectivement un peu plus de précision. Il y a aussi des évolutions des documents types et des annexes que l'on a fournis. Donc, il s'agit aussi de vous montrer à quoi ça ressemble et surtout pourquoi on vous en demande autant ou pourquoi est-ce qu'on vous demande ces éléments avec les enjeux sous-jacents. Donc, c'est vous donner ce regard sur à la fois le pourquoi des nouveaux documents, mais aussi sur l'évolution de la manière dont nous allons pouvoir mobiliser nos fonds publics et territoires, axe 1. Alors, on va essentiellement parler du volet 2, 3 et 4, pas du volet 1 qui est sur les PRH, évidemment, durant cette réunion. Juste peut-être avant de commencer sur la question du FPT et des volets, je voulais rappeler quand même des éléments un peu clés sur la démarche et la posture CAF en matière de soutien aux démarches d'inclusion. En fait, nous avons deux terrains d'investissement au niveau des CAF, d'ailleurs de la CAF du Morbihan en particulier, pour soutenir les démarches d'inclusion. La première, effectivement, c'est accompagner et étayer les équipements et les professionnels dans l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap. Ça se traduit là pour le coup, c'est notamment FPT Axe 1, volet 1, c'est-à-dire c'est tout le soutien que la CAF peut apporter au pôle ressources handicap qui est mis en place, qui vient effectivement appuyer l'ensemble des équipes, que ce soit en équipement d'accueil du jeune enfant auprès des assistantes maternelles ou auprès des ACM, dans la manière de construire le projet d'accueil des enfants. Cette diapositive d'ailleurs passe un peu sous silence, mais enfin c'est parce que ce n'était pas le sujet aujourd'hui, toute la dimension d'accompagnement des parents que peut aussi porter le pôle ressources handicap, hein, qui reste aussi un terrain d'investissement CAF, à la fois au titre des démarches d'inclusion, mais d'ailleurs aussi au titre du soutien à la parentalité, vous le savez pour la plupart. Et puis la deuxième dimension, qui est le terrain d'investissement CAF, c'est contribuer, je vais insister sur ce contribuer, à la prise en compte des surcoûts qu'implique l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap. Donc, c'est vraiment les deux terrains sur lesquels les CAF sont attendus et sur lesquels la Caisse nationale est venue effectivement apporter un certain nombre de leviers d'intervention. Les leviers, j'aime bien les schémas, donc vous allez en trouver. Les leviers en fait que les CAF ont pour soutenir les démarches d'inclusion sont multiples. D'une part, il y a le levier PSO, c'est-à-dire en fait le financement classique, comme pour tout enfant en fait, d'un équipement X ou Y. Et puis, nous avons effectivement, depuis quelques années maintenant, et très récent pour le deuxième, pour le complément inclusif, depuis 2024, en fait, deux leviers que j'ai appelés soutien, entre guillemets, automatique. Entendons-le comme automatique, puisqu'en fait, ces deux leviers-là,
en fait, c'est à partir du moment où les équipements déclarent un accueil d'un enfant en situation de handicap, hein, il va y avoir le déclenchement d'un calcul automatisé d'une aide financière qui ne vous demande pas de justifier de surcoût particulier. C'est en fait systématiquement, voilà, vous annoncez l'accueil d'enfants en situation de handicap dans votre équipement, eh bien, le droit CAF s'applique de manière automatisée. C'est pour ça que je l'appelais automatique. Et donc, on va retrouver là le bonus inclusion pour les EAJE et on va retrouver le complément inclusif pour les ACM et notamment les ALSH. Hop, il y a encore du monde qui arrive. Bienvenue. Et puis, nous avons ce levier complémentaire depuis plusieurs années, qui sont les aides FPT, Fonds publics et territoires, axe 1, qui vont venir soutenir et enrichir en fait le soutien CAF, hein, pour les pratiques, les initiatives ou les besoins complémentaires identifiés comme tels. Par contre, le FPT, effectivement, lui, nécessite une identification des surcoûts et aussi d'ailleurs un positionnement CAF sur la part contributive qu'elle va prendre au regard des moyens dont elle dispose pour le faire. Et donc cette partie-là est plus optionnelle, plus complémentaire, alors même que toute la partie à gauche est, elle, effectivement automatisée et aujourd'hui acquise. Euh, voilà pour le contexte de départ. Mon propos aujourd'hui, ça va être effectivement d'aller sur la partie complémentaire que l'on a vue, les fonds publics et territoires, axe 1, en s'arrêtant particulièrement sur le volet 2, autour de la petite enfance, le volet 3, le volet 4, et en essayant d'être le plus clair possible auprès de vous pour réussir à vous montrer et à vous mettre en évidence à la fois l'articulation des soutiens et des leviers CAF, et puis aussi vous montrer, puisque sur le volet 3 notamment, c'est quand même le terrain sur lequel il y a des nouvelles indications CAF importantes. En préalable, je voudrais vous dire que les nouvelles indications que la CNAF nous a amenées en décembre, en fait, au travers d'une circulaire sur le FPT, nous amènent aussi des clarifications importantes et nous précisent ce que les CAF vont pouvoir financer au titre de l'appel à projet FPT 2025. Donc, je rappelle aussi que l'investissement et les efforts CAF vont être centrés sur les équipements soutenus par la branche famille. Et ce que nous dit cette circulaire, c'est que notamment l'investissement va être centré sur l'ensemble des démarches qui vont consister à préparer et travailler en équipe les modalités d'accueil des enfants en situation de handicap. C'est vraiment le terrain d'investissement CAF, l'aide, en fait, la création des conditions favorables à l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap. C'est vraiment le terrain central. Ce que ça sous-tend aussi, et c'est le message, c'est que le nouveau cadre d'utilisation des FPT nous dit en substance, attention, le soutien CAF au renfort d'encadrement doit être contenu au titre du FPT puisqu'il est soutenu au titre des leviers préalablement évoqués, les leviers dits automatiques dans ma diapositive précédente. Donc c'est là la nouveauté et c'est là où je vais rentrer dans les détails sur la manière dont concrètement ça va se traduire en 2025 et en 2026. La clarification est assez indolore pour les EAJE, mais va l'être un petit peu plus. Il n'est pas sans impact pour les ACM. Sur le volet 2, je vais vous repréciser aussi, c'est intéressant quand même de l'avoir en tête, c'est quoi les enjeux CNAF autour de l'axe 1, volet 2. Donc volet 2, le volet 2 s'appelle concrètement « Engager les professionnels de la petite enfance dans l'inclusion ». Donc, il y a plusieurs dimensions retenues au niveau national. La première, c'est améliorer le repérage précoce. Et le deuxième, c'est évidemment sensibiliser, préparer les équipes en amont de l'accueil de l'enfant en situation de handicap. Et là, en l'occurrence, il est bien dit qu'en complément du bonus dédié, le bonus inclusion, ou dans une logique de préfiguration ou d'amorçage,
Évidemment, vous n'êtes pas sûr d'avoir le bonus si vous n'avez pas d'enfant, mais préalablement à l'accueil d'enfants en situation de handicap, vous pouvez être amené à mobiliser des moyens humains, vos équipes, pour pouvoir travailler un tel projet. On sait que ce n'est pas si évident que ça auprès des animateurs de pouvoir faire entendre, faire comprendre, préparer sereinement l'accueil d'enfants en situation de handicap, auquel cas toutes ces dimensions-là, le travail préalable, bien qu'il n'y ait pas encore d'accueil d'enfants en situation de handicap, va pouvoir être couvert par le soutien FPT. Et donc, concrètement, il est noté dans la circulaire, il s'agit de valoriser le temps de travail dédié et l'adaptation du projet d'accueil. Il s'agit effectivement de valoriser le temps d'appropriation des outils d'aide à la détection des troubles par les équipes. Il s'agit aussi d'inscrire les équipes et ou les référents ou les personnes ressources dans les équipements sur le travail en réseau, et notamment, on parlait du PRH tout à l'heure, entre autres avec le PRH. Et enfin, soutenir les actions permettant d'adapter le projet. Donc, ça peut être des actions très, très concrètes, on le dit, sur de l'investissement, sur des salles, sur de la formation, de la supervision, de la sensibilisation des équipes. Donc, c'est ça les enjeux de l'axe 1, volet 2, petite enfance. La manière dont vont se traduire les articulations entre le FPT et le bonus inclusion sont les suivantes. En fait, je vous rappelle aussi la règle, vous allez déposer un dossier, vous allez déposer un projet avec une estimation prévisionnelle à la fois de temps agent, de mobilisation agent, et vous allez effectivement nous demander de vous accompagner financièrement là-dessus. En fait, le montant va être calculé de la manière suivante. Pour peu que vous accueilliez déjà des enfants en situation de handicap, eh bien effectivement, on va aller compléter, en fait, c'est le schéma du bas, en fait, le montant, le cadre noir, hop, j'essaie de vous amener la souris dessus, voilà, le cadre noir, c'est l'ensemble des coûts identifiés autour de l'accueil de l'enfant en situation de handicap. Eh bien, sur ces coûts-là, évidemment, le bonus inclusion va venir couvrir une partie de ces frais. C'est ce qu'on va essayer d'identifier, quelle est la partie prise en charge par le bonus inclusion. Et nous allons compléter les coûts liés à cette démarche-là par les fonds publics et territoires, axe 1, volet 2. Vous le noterez, ici, le montant maximum de la contribution CAF, cumul fait bonus inclusion et FPT axe 1 V2, atteint 70% potentiellement. Alors, j'ai oublié de le dire au démarrage, et c'est une erreur, mais je vais quand même aussi un autre élément de contexte qui est important à avoir pour vous. Et c'est un élément de contexte inconfortable pour vous comme pour nous. C'est qu'aujourd'hui, nous ne disposons pas, en tout cas en l'état actuel des choses, en ce début février, ça ne devrait tarder, mais néanmoins, nous ne disposons pas aujourd'hui du montant des lignes de crédit FPT 2025 qui sont accordées à la CAF du Morbihan. C'est la Caisse nationale qui va nous les indiquer courant février, sans doute fin février, ce qui veut dire que nous ne savons pas encore exactement quelle est notre marge de manœuvre à la CAF du Morbihan concernant notre accompagnement à votre égard. D'accord ? Alors, on n'est pas très inquiet, mais ceci dit, on est quand même aussi très prudent là-dessus. Nous en saurons effectivement plus fin février. Et ça veut dire que dans mon propos aujourd'hui et dans la manière dont je porterai les choses, nous restons effectivement aussi assez prudents, vous le verrez dans d'autres diapositives, sur notre capacité d'engagement. L'engagement est acquis, le niveau de l'engagement reste encore aujourd'hui sous un certain nombre de réserves. Donc voilà, nous en saurons plus dès que nous aurons les enveloppes, à savoir normalement pour fin février 2025. Donc important à vous dire. Ça veut dire quand même que l'année 2025 va être une année un petit peu particulière de transition. Je poursuis. Ça, c'est pour donc je reviens sur axe 1, V2, le calcul. Vous avez en fait l'annexe à la demande de financement. Si vous voulez mobiliser
l'axe 1V2 dans les équipements d'accueil du jeune enfant, vous verrez qu'il y a en fait un nouveau document type qui est l'annexe à la demande de subvention, qui va vous demander un certain nombre d'informations. Ces informations, en fait, elles vont nous servir à calculer le droit potentiel prévisionnel. Euh, J'ai oublié de le redire. Donc, le droit prévisionnel va être calculé, va faire l'objet d'une notification prévisionnelle, mais évidemment, on recalculera le montant FPT accordé au réel au regard des dépenses réelles. Le nouvel imprimé prévoit en fait qu'il y a 2 blocs. La première étape, c'est en fait, vous voyez, c'est le nombre d'enfants inscrits en EAJE, c'est le nombre total d'enfants porteurs de handicap inscrits, le nombre total de places figurant à l'agrément PMI, le total des dépenses de la structure. Pour les EAJE, vous ne devez pas être surpris, c'est exactement ce qui vous est demandé dans mon compte partenaire AFAS, et ce qui en fait, ce sont les données de calcul du bonus. Donc là-dessus, vous pourrez effectivement, en fait, vous remettez les mêmes données que dans AFAS dans ce fichier-là. Ça va nous permettre, effectivement, c'est pour ça qu'on vous le demande, c'est pour pouvoir calculer en estimatif le bonus inclusion et pour voir, au regard de ce que l'estimation nous donne en termes de bonus inclusion, pouvoir vous accorder la subvention FPT Axe 1 V2 complémentaire. Deuxième étape, eh bien, c'est ce que je viens de dire un petit peu, c'est qu'on va vous demander, et c'est là dans les éléments, on va vous demander d'essayer d'identifier dès 2025, donc c'est pour ça que c'est intéressant de vous mettre aussi en situation cette année là-dessus, ça va vous demander avec vos équipes d'être dans cette vigilance-là, mais enfin, vous aviez des éléments assez proches l'année dernière quand même, c'est essayer d'identifier précisément le temps agent que vous dédiez et il n'y a pas systématiquement un seul agent, il peut y avoir plusieurs agents, à l'information, l'accompagnement des familles, à la sensibilisation des agents. C'est le temps agent lié effectivement aux réunions de sensibilisation, de supervision et autres possibles là-dessus. Le temps agent que vous allez aussi consacrer à la collaboration avec les services extérieurs dans le cadre du projet d'accueil de l'enfant. Et enfin, le travail potentiellement interne auprès des équipes sur la manière de travailler le projet d'accueil de l'enfant hors encadrement. D'accord? Et donc, on va vous demander, en fait, d'estimer au prévisionnel et de déterminer au réel. Au réel, l'intérêt, c'est de se mettre en situation de pouvoir essayer de recueillir ces éléments au plus près de la réalité. Eh bien, vous allez nous estimer ça et en même temps nous estimer les coûts liés à l'ensemble de ces temps agents. Et enfin, vous allez nous estimer aussi, pour peu que vous faites appel à des prestataires extérieurs, toute prestation extérieure, effectivement, ce sont des coûts de prestation, vous pouvez les estimer. Le document vous permet en fait d'identifier l'ensemble de ces éléments et nous permettra à nous de calculer notre niveau de contribution CAF dans la limite des enveloppes dont nous disposons. Est-ce que c'est à peu près clair pour vous? Je veux bien que, si vous avez des questions sur cette partie axe 1V1, ceux qui le souhaitent peuvent lever la main ou ouvrir leur micro pour poser les questions. Pas de commentaires? C'est bon pour vous? Je poursuis. Le volet 3. Le volet 3 s'adresse effectivement, le titre, c'est renforcer les dynamiques inclusives en ALSH. Plusieurs enjeux au niveau national, à la fois à contribuer à l'effectivité des solutions d'accueil en aménageant les projets d'accueil, sensibiliser et préparer les équipes en amont de l'accueil de l'enfant en situation de handicap. Et ce que je vous évoquais effectivement sur la nouveauté par rapport à la circulaire 2025, c'est l'attention particulière de la Caisse nationale et l'annonce en disant attention sur cette ligne budgétaire, nous allons effectivement contenir le soutien CAF, se distinguer du soutien au renfort de personnel relevant, lui, pour la Caisse nationale, du complément inclusif mis en place en 2024. Je vais y revenir. Concrètement,
il va s'agir de valoriser le temps de travail dédié à la sensibilisation des équipes, le temps de travail ou l'adaptation des locaux aux besoins spécifiques. Euh, la question du renforcement du personnel, du renfort en personnel ou du renforcement d'encadrement va être posée. C'était déjà le cas en début 2024, mais avec des ajustements CAF 56. On le verra aussi pour 2025. Renforcer l'encadrement uniquement dans des situations très spécifiques, et je vais y revenir. Et enfin, soutenir toutes les actions permettant d'adapter le projet d'accueil, de construire le partenariat avec d'autres structures. On retrouve les mêmes idées que dans la première diapositive sur l'axe 1, volet 2. Concrètement, ce qui va changer. En 2024, nous avons eu à la CAF du Morbihan une pratique assez favorable en matière de soutien aux équipements autour de l'axe 1, volet 3. Vous nous avez, lors de l'appel à projet 2024, fait valoir à la fois le renfort en encadrement et ou d'ailleurs l'adaptation de projet, selon les cas de figure, en investissement et ou en fonctionnement. Et au niveau CAF, nous avons pu, au travers d'une décision CAF du Morbihan, de notre direction, au regard des marges de manœuvre dont elle disposait sur les enveloppes et sur l'ajustement, en tout cas l'interprétation de la réglementation nationale, nous avons pu appliquer cette règle que vous avez à l'écran. Complément inclusif. C'est un peu comme on le voyait par rapport au bonus inclusion pour les EHJE. On avait le complément inclusif ou une estimation du complément inclusif. On a été compléter ce soutien-là en FPT axe 1 V3 sur le renfort du personnel jusqu'à atteindre potentiellement 70% des surcoûts liés soit au renfort d'encadrement, soit à l'adaptation des projets et à l'accompagnement des équipes. Ce que nous dit la circulaire 2025 FPT, elle nous dit que théoriquement, au niveau de l'ensemble des CAF, le fonds public et territoire ne sera utilisé que dans des cas très spécifiques. Vous le voyez en haut, sur la dimension renfort, sur la dimension coût d'adaptation du projet, donc adaptation des salles, adaptation effectivement ou soutien et étayage des équipes, la question des 70% reste d'actualité, le FPT axe 1 V3 va continuer. Par contre, sur le renfort d'encadrement, théoriquement, la trajectoire attendue nationale, c'est celle d'utiliser le complément exclusif, mais exclusivement le complément inclusif, pour pouvoir contribuer, au titre de la CAF, au renfort du personnel. Le FPT axe 1 V3 ne va se compléter, ne va venir que sur des projets très spécifiques, là où en fait, pour être très clair, le projet est adossé soit à un IME, soit à une classe particulière, et sur les projets induisant en fait des effectifs d'enfants à besoins éducatifs particuliers conséquents. Je le reprécise, je le redis parce que c'est les termes exacts de la circulaire. Ce financement complémentaire ne pourra concerner que les situations particulières dans le cadre d'accueil adossé à un équipement ou un IME ou un établissement scolaire disposant de classes adaptées et induisant des effectifs d'enfants à besoins éducatifs particuliers. Ça va vouloir dire que dans la manière dont vous allez présenter vos projets, alors pas que présenter, mais dans la manière dont vous allez valoriser, mettre en évidence vos projets, nous allons attendre de vous d'être le plus clair possible sur la spécificité de vos accueils. C'est ce qui va être déterminant pour nous pour savoir si nous allons pouvoir mobiliser cette partie-là ou pas à terme. Cette modification de la réglementation nationale n'est pas sans conséquence, vous le réalisez bien, nous aussi. À ce titre-là, en 2025, en fait, notre direction, alors c'est aussi pour 2025, nous allons accompagner une période transitoire et une période dérogatoire. Notre direction a fait le choix aujourd'hui de se dire, voilà, on avait un système qui fonctionnait jusque-là en Morbihan, qui était quand même très favorable par rapport à notre capacité d'accompagnement des renforts en personnel. Ce système et cet appui-là
au regard des enveloppes FPT et au regard des consignes nationales, ne pourra être reconduit de manière identique dans les années à venir. Mais nous sommes en janvier 2025 et les projets d'accueil des enfants sont souvent d'ailleurs sur des années scolaires, et il faut aussi laisser le temps à l'ensemble des opérateurs pour pouvoir se retourner face à une situation qui sera potentiellement un peu moins favorable, en tout cas sur cette dimension de renfort d'encadrement. Du coup, la Caisse d'allocation familiale du Morbihan a fait le choix suivant, c'est de dire que pour tous les opérateurs qui ont bénéficié en 2024 de ces renforts de personnel dans le cadre des FPT 2024, mais sous réserve effectivement, et c'est là où je vous disais la position inconfortable, c'est que jusqu'à fin février, date à laquelle nous saurons de quelles enveloppes nous disposons, nous ne sommes pas aujourd'hui encore en capacité à vous dire très précisément jusqu'à quel taux d'effort et quel taux d'accompagnement nous allons pouvoir vous accompagner. En tout cas, l'intention politique à la CAF du Morbihan est bien celle de vous accompagner pour peu que vous ayez été accompagné, euh, vous aviez été accompagné en 2024. Donc, c'est le schéma du milieu, c'est-à-dire qu'effectivement, sur tous les projets qui ne seront pas des projets spécifiques, mis en évidence et reconnus spécifiques lors de l'examen de nos dossiers, eh bien, nous allons, à titre dérogatoire et transitoire, potentiellement vous accompagner. On espère, et on est assez optimiste en la matière, vous accompagner au moins à 50%, et dans la mesure où nous avons les enveloppes disponibles, nous irons à la hauteur de ce que nous allions en 2024. Sur les autres coûts de projet, évidemment, nous restons sur les mêmes logiques. Ça, c'est pour 2025. La trajectoire 2026 reste quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que les projets spécifiques continueront à être soutenus. Les projets qui ne sont pas spécifiques bénéficieront du complément inclusif, mais ne bénéficieront plus d'un soutien complémentaire FPT. Par contre, les autres coûts d'adaptation de projet, eux, et c'est un peu pour ça qu'on a mis cette flèche rouge, l'enjeu 2026, ça va être aussi de vous mettre en situation, et les formulaires 2025 vont nous amener, vont, j'espère, vous aider à le faire, c'est qu'effectivement, il va falloir travailler à pouvoir mettre en évidence et isoler tous les coûts d'adaptation du projet qui, jusqu'à présent, sont peut-être un petit peu souterrains. Je pense notamment à tout le travail en équipe autour de l'accueil des enfants en situation de handicap. Certes, nous ne serons pas en soutien particulier sur le renfort en personnel, mais sur les autres types de mobilisation d'équipes, mobilisation de moyens, potentiellement, nous pouvons continuer à être bien présents. J'espère que les choses sont à peu près claires pour vous. Est-ce que vous voulez prendre la parole et déjà réagir ou poser les questions? N'hésitez pas, faites un pouce si au moins vous m'entendez, je me sens un petit peu seul. Alors, hop, allez-y, ouvrez votre micro et, et prenez la parole. Alors, David Overon, peut-être? Je ne vous entends pas pour ma part. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez comme ça? Ça y est, je vous entends. Oui. Merci du coup pour toutes ces informations. Hem, bon, c'est, peut-être le besoin encore de comprendre un peu ce que sont les projets dits spécifiques. J'ai quand même une question qui me vient d'emblée. Par exemple, au titre du FPT, donc axe 1 V3, en 2024, il y avait par exemple une pause méridienne qui bénéficiait d'un renfort FPT, sur 2024 et également 2023 dans une école qui n'était pas déclarée.
la pause méridienne n'était pas déclarée sur le temps méridien, donc il ne s'agit pas d'un ACM. Et du coup, on ne bénéficiait pas du complément inclusif. Est-ce que dans cette situation, sans aucun complément inclusif, pour une pause méridienne non déclarée, est-ce qu'il y aura toujours du FPT axe 1, volet 3? Alors, théoriquement, le FPT, axe 1 volet quoi, le FPT tout court, ne vient soutenir, c'est dans la base même, ne vient soutenir que les équipements soutenus par la branche famille. Oui. Un ACM non déclaré n'est pas soutenu par la branche famille au titre de n'importe quel PS, en fait, il n'est pas soutenu. Théoriquement, s'il n'est pas soutenu à un titre ou à un autre, il ne rentre pas dans l'éligibilité des soutiens CAF au titre des FPT. Ok, ok. En effet, Donc je c'est pense que c'est peut-être lié au fait qu'il y ait une classe Ulysse et du coup un nombre important d'enfants à besoins spécifiques qui fait qu'il y a déjà eu du alors financement les années précédentes. c'est ça, mais alors je vais aussi, parler avec humilité là-dessus. En tout cas, je viens d'arriver sur le poste et il y avait un certain nombre de pratiques qui ont été arbitrées avec, la direction CAF par, Emmanuel Le Tup, ma collègue que je remplace, hein. Je pense que pour cette année, à partir du moment où vous en avez bénéficié, faites-le. C'est-à-dire ne vous censurez pas dans l'immédiat sur la demande. Je ne peux pas vous garantir effectivement, l'arbitrage qui sera fait derrière, mais à partir du moment où vous avez bénéficié en 2024 du FPT au titre d'un accueil et pour peu qu'il n'y ait pas de changement, dans la manière de le faire, aujourd'hui, faites les demandes. Je ne vous assure pas des arbitrages. Là encore, je vous dis, notre visibilité reste encore réduite au regard des moyens dont nous disposerons. Mais l'objectif, c'est quand même, dans l'immédiat, sur cette année 2025, d'accompagner la transition pour tous les opérateurs qui en ont bénéficié. Ok, merci pour cette réponse. Marie-Laure du PLL Lorient, je vous laisse la parole. Vois votre question sur le fil. Le complément inclusif est égal à un tiers du SMIC horaire. Comment fait-on pour renforcer les équipes pour les enfants en AES, en AEH? Oui, c'est effectivement le cas et c'est effectivement, vous posez la bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le complément inclusif national, CNAF, ne vient couvrir qu'une partie des coûts liés au renforcement d'encadrement derrière. Là, il y a deux questions à se poser là-dessus. C'est qu'on a eu à la CAF du Morbihan une politique très incitative et favorable, on peut s'en féliciter, où pour le FPT et le complément, en fait, nous avons accompagné de nombreux projets pour quasiment du 1 pour 1. C'est-à-dire que une heure d'accueil d'enfants en situation de handicap engageant une heure de renfort de personnel, nous avons pu, dans le cadre du FPT, être quand même très favorables en la matière. Ce n'est pas obligatoirement le cas d'ailleurs d'autres CAF autour. Si vous allez sur les départements limitrophes, simplement, vous verrez qu'effectivement, ça n'était pas le fonctionnement, en tout cas la manière de mobiliser le parti pris des CAF autour. Sur le Morbihan, on a pu aller jusqu'à 1 pour 1 en allant jusqu'à 70% du coût de financement. Manifestement, on ne va pas pouvoir, en tout cas en trajectoire 2026, y rester. Ça veut dire qu'effectivement, se pose la question au regard des moyens dont vous disposerez, en tout cas, vous n'aurez plus les moyens d'avoir un renfort pour un enfant. Ça, c'est certain. Mais c'est d'ailleurs aussi dans la philosophie nationale, hein, sur le FPT, ils disent précisément que le personnel supplémentaire, donc notamment sur les projets spécifiques, intervient bien au service de l'ensemble d'un groupe et non exclusivement sur de l'accompagnement individuel. Et non exclusivement sur de l'accompagnement individuel, quand on est sur 1 pour 1,
la question pouvait se poser. Ceci dit, en vous disant ça, je ne suis pas sans savoir, et j'ai bien conscience que ça peut remettre en question les projets d'inclusion d'un certain nombre d'enfants à besoins spécifiques et des besoins importants. La question, alors, le renfort de personnel en EHU reste-t-il accompagné par le FPT? Oui, sur les EHJE, la réglementation est encore favorable. Je poursuis la présentation ou y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques? Alors, attendez, je vois une question. Si l'obtention du complément inclusif est en lien avec l'AEH de la famille, faut-il qu'on invite les familles à en faire la demande pour une réévaluation des F-droits? Je n'ai pas compris la question. Si l'obtention est en lien avec l'AEH de la famille, faut-il qu'on invite les familles à en refaire la demande? Alors, oui, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. La question qui est, si l'obtention du complément est en lien avec l'AEH, en fait, oui, l'obtention du complément inclusif est en lien avec l'AEH. Auquel cas, si le droit, ou en tout cas la notification et la reconnaissance AEH, elle s'arrête à un moment donné, il faut penser effectivement à accompagner, ou en tout cas à inciter les familles à refaire la demande de droit, si c'est ça la question. Ce sur quoi, je vois la remarque de madame, Marie-Laure au PLL de Lorient. Alors, nous n'avons pas encore pleinement les perspectives exactes 2026. Notre objectif, c'est qu'on voit qu'effectivement, les indications et les précisions nationales permettent de clarifier effectivement les champs d'intervention dans lesquels la CAF va. Oui, il y a des restrictions que l'on peut regretter, pas de doute. Néanmoins, nous, on se donne à la CAF du Morbihan, dans la mesure de nos moyens financiers et de nos marges de manœuvre dans l'interprétation de la circulaire, sachant que nous l'interprétation dans la limite du raisonnable, évidemment, c'est-à-dire nous ne dénaturons pas l'esprit du texte, mais nous avons, et tout ce qui n'est pas interdit peut être autorisé, donc nous regardons avec précision chaque année la manière dont nous pouvons nous saisir des indications nationales. Cette année 2025 va être une année de transition qui va nous permettre effectivement d'aller regarder de près, et notamment cet aspect-là en fait partie, c'est-à-dire la capacité de mobilisation du FPT, à défaut du complément inclusif, pour les enfants en ALSH qui ne sont pas aujourd'hui bénéficiaires AEH. Je ne peux pas vous garantir, en tout cas pour 2025, non, mais pour 2026, je ne peux pas vous le garantir, mais en tout cas, cela fait partie des hypothèses de travail que l'on a, qui est celle de se dire, est-ce que l'on peut, en complément non, il y aura le complément inclusif pour les enfants en situation AEH, mais pour tous ceux en cours de détection, est-ce que l'on peut mobiliser le FPT? C'est une question vraiment ouverte et c'est une hypothèse tout à fait sérieuse que l'on porte. On essaiera d'avoir une doctrine précise d'ici fin d'année 2025, au regard effectivement de la lisibilité et la visibilité que l'on aura de nos moyens et de nos marges de manœuvre. Vous avez à l'écran l'annexe 1 V3 correspondant à l'aide au fonctionnement. Hein. Sur l'investissement, on a vu qu'on peut aller jusqu'à 70%, on maintient les choses. Sur l'axe 1 V3, vous avez donc à l'écran en fait la manière dont est construite la nouvelle annexe. La première étape, la première donnée qu'on vous demande, c'est les données relatives à l'éligibilité et au calcul de l'aide dérogatoire et transitoire FPT. Eh bien, c'est la question première que je vous évoquais initialement, c'est mettez en évidence dans cette partie-là les spécificités, les alliances, les partenariats, les travaux complémentaires que vous avez menés avec l'ensemble des classes adaptées ou au regard d'un effectif conséquent d'enfants bénéficiaires AEH dans les enfants que vous accueillez. Mettez en évidence l'ensemble de vos spécificités, plus vous serez précis là-dedans, plus potentiellement nous serons capables de prendre en compte votre demande
et potentiellement l'entendre comme un projet très spécifique. Nous naviguons quand même aussi un petit peu à vue là-dessus, donc voilà, je ne peux vous garantir aucunement la prise en compte systématique de votre projet, mais en tout cas, on s'y attellera et on va regarder les choses avec beaucoup d'attention. Deuxième étape, là encore, identifier l'ensemble des coûts et des renforts d'encadrement, là pour le coup, liés à l'accueil. Non, donc, et notamment à titre dérogatoire, ça va nous permettre de regarder les choses. Nombre d'heures d'agents encadrement complémentaires déployés et le coût total de ces heures agents. Ça va nous permettre effectivement d'identifier ces éléments-là. Et enfin, le troisième autre bloc de cette annexe, c'est les données relatives à l'aide FPT, elle, plus classique, qui, elle, est maintenue, qui, elle, peut aller jusqu'à 70%, qui va, là aussi, vous amener à identifier et valoriser l'ensemble des temps agents et du coût de ces temps agents dédiés à l'accompagnement plus spécifique de ces familles qui peuvent nécessiter plus de temps, la sensibilisation des agents et des équipes d'agents, le travail avec les services extérieurs, PRH, plateforme de coordination et autres, et le travail sur le projet d'accueil au sein de votre équipe. Et vous retrouvez donc le nombre d'heures et vous retrouvez le coût agent prévisionnel correspondant à ces heures et les dépenses de prestations spécifiques, supervision, sensibilisation, etc. J'entends, je vois une remarque sur le fil. L'aide pour le travail en équipe est parfois difficile à obtenir du fait du seuil des 1 500 € minimum de subvention. Exemple, on peut mettre en place des supervisions d'équipe, rencontres avec le PRH, échanger avec la famille et ne pas atteindre le seuil nécessaire. C'est vrai, c'est aussi possible. Sur ce point, c'est aussi la limite, c'est aussi une des limites du système, du seuil à 1 500 € sur lesquels on peut pas, on ne peut pas transiger. Vous avez raison. Autre remarque ou commentaire? Je poursuis. Hem, le volet 4 concerne en fait l'ensemble des autres structures soutenues par la branche famille, ludothèque, LAEP, centres sociaux et ainsi de suite. Et donc, là aussi, les enjeux on retrouve hein, les mêmes enjeux que dans les autres structures, contribuer à l'effectivité des solutions d'accueil en aménageant les projets d'accueil et engager une dynamique inclusive auprès de l'ensemble des structures d'accueil avec la sensibilisation des équipes, le temps d'information et d'accompagnement des familles spécifiques et le renfort d'encadrement dans certains cas de figure. C'est une partie qui est quand même moins utilisée en définitive. Et là aussi, on va retrouver les mêmes éléments qu'auparavant. Donc, on va retrouver, on va demander dans l'annexe à la fois le temps agent correspondant à ça. C'est vraiment, vous le voyez dans les trois dimensions, la commande et en tout cas l'invitation, c'est essayer je pense que d'estimer au plus près de la réalité le temps agent que vous pouvez effectivement mobiliser, y compris le temps agent. Une réunion d'équipe, c'est 4, 5, 6 agents ensemble sur 2 heures de temps, pour peu que ça soit si c'est évidemment sur la question de l'inclusion, hein, mais si ce temps agent est nécessaire autour d'une formation sensibilisation, c'est du temps agent. C'est 4 personnes fois 2 heures. Donc, essayez d'identifier au maximum ces éléments-là aujourd'hui et essayez d'identifier, mais ça c'est plus facile, d'identifier le coût correspondant à ces heures agents et ce temps agent, ce qui nous permettra, nous, d'identifier ces besoins-là et potentiellement de les accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou commentaires? Pas de commentaires? Hem, pour ma part, j'ai fini la présentation. On a tenu largement même le le délai. Est-ce que vous avez des choses qui ne vous apparaissent pas claires ou sur lesquelles vous souhaiteriez plus d'éléments?
On sait que l'année va être un petit peu complexe, on sait quoi, et l'appropriation des outils. Le message est le suivant. La cave du Morbihan, effectivement, on sait dans quelle trajectoire on s'installe, et pour nous, c'était important de vous le dire aujourd'hui, de vous permettre de préparer les choses dans des conditions les moins compliquées possibles. Mais aussi, voilà, on va aussi avancer pas à pas avec vous sur la manière dont on peut maintenir notre investissement autour de l'inclusion dans la limite des règles d'usage des crédits nationaux qui nous sont attribués. Mais voilà, toute remarque, tout commentaire ou tout retour d'expérience particulier nous est important, nous est précieux parce que ça va nous permettre, c'est ce que je vous disais, en courant de l'année 2025, de pouvoir essayer de construire une doctrine la plus ajustée à vos besoins pour 2026, là encore, dans la limite des moyens disponibles. Les postes de référent inclusion, est-il posé? Oui, oui. Les postes de référent inclusion, je n'en ai pas parlé aujourd'hui spécifiquement. Les postes de référent inclusion sont des postes qui sont construits au cas par cas selon les projets locaux et selon des missions très particulières. Le soutien aux référents inclusion n'est pas remis en question et reste dans les mêmes règles d'usage qu'aujourd'hui. S'il y a des projets particuliers sur les territoires, effectivement, vous revenez vers les chargés de conseil et de développement de territoire qui ne manqueront pas de m'associer à la démarche, et on travaillera à l'échelle locale à l'opportunité de la mise en œuvre de ces référents ou pas. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas de remise en question ni de changement à prévoir, et c'est toujours là aussi du cas par cas. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous. On sera disponible sur cette phase transitoire. Et après, d'ailleurs. Bonne continuation à vous. Au revoir. Au revoir.